Écoutez, bienvenue à cette, donc, je crois que c'est la dernière conférence de la journée. Hein, voilà, je vais déjà présenter, chacun va se présenter, les intervenants. Donc pour ma part, vous avez noté que je suis le garçon, donc moi, Stéphane Kuhn, je suis consultant en développement professionnel à l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Pour mes statistiques à moi, est-ce qu'il y a des cadres dans la salle? Ah oui, c'est bien, vous êtes presque majoritairement représentés. Bienvenue à vous. Voilà, je vous laisse Caroline vous présenter. Oui, bien sûr, oui. Merci. Caroline Jousset, moi je suis chargée de mission recrutement sur la filière numérique à Pôle emploi et je suis ravie de partager cette heure avec vous. Cindy. Et je suis à vous dans 2 secondes parce qu'il va falloir que je change la batterie. Cindy Pajot, donc pour ceux qui n'étaient pas à la conférence tout à l'heure, je travaille pour l'ATEDEC de Nantes Métropole qui rassemble mission locale, maison d'emploi et plan local d'insertion pour l'emploi. Et ma spécialité, c'est plus le numérique. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous a concocté? On vous a concocté quelque chose en 3 temps. Pour réussir un projet de reconversion, puisque c'est la thématique, il va déjà falloir structurer votre démarche et travailler votre projet. Deuxièmement, outiller votre démarche grâce à de nombreuses ressources à votre disposition qu'on vous présentera. Et puis, il viendra peut-être, vraisemblablement, la question du financement du projet. Voilà, on ne résoudra pas toutes les questions aujourd'hui, mais enfin, je pense qu'avec cette approche en 3 temps, vous aurez déjà l'essentiel des bonnes questions à se poser. Alors, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est vous rappeler, c'est que la reconversion, c'est un des leviers de ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Rappelons-nous rapidement ce que c'est, le conseil en évolution professionnelle. C'est un droit universel et gratuit qui a été créé par la loi de 2014 et qui permet à tout un chacun d'avoir un lieu, un moment, quelqu'un pour parler de son évolution professionnelle. Ces acteurs, ils sont plusieurs. Pour les cadres en France, c'est l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est les missions locales. Il y a comme ça 5 opérateurs. Pour les salariés non cadres, ici c'est le groupement Évolution dans la région. C'est un opérateur régional qui a été sélectionné. Donc c'est auprès d'eux que vous allez pouvoir parler, entre autres de reconversion, mais peut-être d'autres thématiques qui vont vous aider à progressivement avancer vers votre projet et sa réussite. Donc profitez de ce droit parce que ce droit, le législateur l'a créé pour vous en 2014, mais si ça marche aussi bien que le compte personnel de formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que vous avez le droit à un conseil en évolution professionnelle tout au long de votre vie. Parce que finalement, vous avez beaucoup de droits, mais si vous n'avez personne pour qui en parler, avec qui en parler, aucun endroit avec qui en parler, enfin où en parler et aucune ressource, bah, vous n'exercerez jamais vos droits. Donc sachez-le, il y a de nombreux acteurs partout en France qui sont là pour vous aider. Avez-vous des questions sur le CEP ? Ce qui n'est pas l'objet de la conférence, mais je resitue le fait que la reconversion s'inscrit dans quelque chose de plus large qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle et qui est censé aborder toutes les thématiques autour de l'évolution professionnelle et c'est très bien de se poser ces questions. C'est différent avec le conseiller Pôle emploi? Non, c'est la même chose. Alors, quand vous êtes... Alors, je laisserai conclure, mais le conseiller Pôle emploi, il gère déjà avec vous ce qui est spécifique parce que vous êtes demandeur d'emploi, que sont vos problématiques d'indemnisation, des problématiques de formation, mais in fine, il est bien conseil en évolution professionnelle. Moi, à PEC, je suis conseiller en évolution professionnelle, mais je ne gère pas, par exemple, les indemnisations des cadres demandeurs d'emploi. Ouais. En fait, sur le CEP, le conseiller... En fait, je parle très fort normalement. Oui, normalement, Voilà. je n'ai pas besoin, mais enfin... Sur le conseil en évolution professionnelle, un conseiller Pôle emploi, de fait, est spécialisé en conseil en évolution professionnelle. Cependant, il y a plusieurs niveaux. On est sur 3 niveaux. Donc, quelquefois, vous pouvez être face à un conseiller qui, malheureusement, ne maîtrise pas l'indemnisation ou le financement d'une formation parce qu'il n'est pas niveau 3. En fait, pour atteindre le niveau 3, il faut en fait être spécialiste de l'orientation, de la rémunération et du financement. Et vous êtes niveau 3 Ouais, moi, je ne suis pas conseillère, mais oui, j'étais niveau 3. Vous avez la bonne personne. Très bien. Alors, ça, c'était pour rappeler une vision d'ensemble. Maintenant, passons à la première partie qui s'appelle donc structurer vos démarches et on va voir plusieurs choses. Cindy nous présentera la méthode SMART pour rappeler. Notre amie de Pôle emploi nous présentera... Caroline nous présentera un très bel outil que je conseille souvent qui est un MOOC. J'espère que tout le monde sait ce que c'est un MOOC, sinon on vous le réexpliquera. Qui s'appelle Construire son projet professionnel. Et moi, pour ma part, je vous présenterai les web ateliers, ateliers APEC. Autant d'outils pour se poser les bonnes questions avant de se lancer dans un projet. Donc la méthode SMART, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui ou non? Oui. Alors, je vois quelques têtes qui oui. Donc c'est une méthode
qui va pouvoir être employé, qui est un bon outil. Parce qu'il va permettre pour vous de mesurer, de voir ce qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire par rapport à votre projet. Donc je vais inviter aussi Caroline à compléter mes dires. En gros, concrètement, quand on dit spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça va être de définir clairement le résultat qui est attendu. Donc là, moi je pars sur un exemple qui est plus simple, du quotidien. Et puis Caroline vous proposera en fait un exemple plus concret lié à l'emploi. Donc par exemple, augmenter ma consommation de fruits et de légumes. Donc concrètement, comment je vais m'y prendre? Eh bien, pour mesurer tout ça, je vais me dire, allez, je vais mettre 5 portions de fruits et légumes par jour. Ensuite, comment atteindre cet objectif? C'est que je vais aller chez l'épicerie et puis l'épicier, et je vais me faire ma liste et je pourrai aller directement ensuite acheter ce qu'il me faut. Ensuite, pour que ce soit réaliste, il faut que j'ajoute 2 portions de fruits et de légumes par jour en plus par rapport à mes habitudes. Et enfin, je me dis, voilà, au 31 mars, j'ai réussi à prendre directement ce rituel-là dans mon quotidien. Mais si on le remet sur un cas concret au niveau de la recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple? Alors, du coup, moi, je n'ai pas forcément un exemple là concret en tête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il est important déjà de bien vous orienter, on va dire, vers le bon métier. Alors, je conseille toujours d'avoir un plan B. C'est important parce que si le premier métier que vous auriez identifié, finalement, sur ce métier, vous ne pouvez pas vous former, ou alors vous n'obtenez pas de financement. Donc, ça peut en fait générer quand même quelques difficultés. Donc, en fait, ayez bien ça en tête. Vous avez identifié un premier métier, mais vous avez aussi un autre plan, un plan B. Effectivement, nous on utilise dans notre métier en fait, on utilise beaucoup cette méthode parce que souvent, alors moi j'ai déjà été confrontée, alors dans une autre vie quand j'étais conseillère, à un monsieur par exemple qui avait, une dame d'ailleurs, un projet un peu fou et en fait on est obligé à chaque fois de reprendre la méthode en disant oui, c'est vrai que vous avez un métier qui a l'air très intéressant, seulement il faut toujours avoir en tête qu'au regard du marché de l'emploi, eh bien, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a pas de financement. Donc du coup, il faut quand même rester réaliste et avoir un projet en fait, qui soit aussi atteignable et mesurable aussi dans le temps. Moi, j'avais un jour un exemple, un monsieur d'1,95 m qui est venu me voir en disant « Mon rêve, c'est d'être jockey ». Bah non, ça va pas le faire quoi. Donc du coup, il faut vraiment se dire ok, on a des passions, mais si on amène ça, si on ramène ça en fait au domaine de l'emploi, bah ça va être difficile quoi. Donc ça, moi je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode pour bien travailler votre projet professionnel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette méthode? Après, vous pouvez trouver des exemples sur Internet qui sont bien expliqués, des articles qui vous donnent des petits exemples et n'hésitez pas à aller trouver, aller à la recherche de ça. On va passer sur les MOOC. Ouais. Alors, sur la slide suivante, j'ai mis d'autres exemples en dehors, si tu as besoin. Ok, ouais, super. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez tous la plateforme des services de l'emploi qui s'appelle l'Emploi Store? J'espère que oui, je vois des noms, mais je suis déçue. Ça existe depuis 2015. En fait, il y a une mine d'informations sur cette plateforme. On référence, je crois, plus de 300 sites. Donc, il y a 6 briques aussi donc sur l'Emploi Store. Vous pouvez, alors, si vous avez envie de travailler à l'étranger, eh bien, en fait, on va vous accompagner parce qu'on a des conseillers qui sont spécialisés, en fait, pour l'international. On va travailler avec vous aussi, enfin, on peut vous orienter vers des sites sur l'orientation, justement, pour travailler l'orientation. Vous pouvez prendre des cours d'anglais, vous pouvez prendre plein de cours, enfin, vous pouvez suivre des cours de cuisine. En 2015, en fait, le site qui était le plus utilisé, c'était celui de l'AFPA, parce qu'il proposait des cours de cuisine. Donc, tout le monde voulait prendre des cours de cuisine comme ça, rapidement. Donc, vraiment, je vous invite à consulter cette plateforme, parce qu'il y a plein de choses, et c'est accessible et c'est gratuit. Ok ? Alors, notamment, donc, si vous voulez construire votre projet professionnel, vous pouvez accéder à ce MOOC, qui est vraiment, alors c'est pas juste un petit cours de 2-3 heures, hein. Là on est sur la construction d'un projet.
Donc ça demande plutôt 2-3 heures par semaine et vous allez avoir plusieurs cours comme ça. On va même aller travailler autour du test RIASEC, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez? Ouais. Ok. Quelqu'un veut l'expliquer? Non? Personne? Personne ne va en parler. Ok, d'accord. Donc voilà, donc en fait ça vous donne aussi, ça vous permet de mieux vous comprendre, enfin de mieux vous connaître, pardon. Donc vraiment je vous invite à aller faire ce MOOC si vous êtes sur ce projet-là, parce que c'est vraiment bien travaillé et très sérieux. Peut-être rappelons d'abord ce qu'est un MOOC, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Ah oui. MOOC, c'est un acronyme anglais, hein. Massive Open Online Courses, donc c'est la démocratisation de la formation, ça existe déjà depuis plusieurs années. Il y a des MOOC, surtout, il y a des structures qui sont spécialisées et qui transforment leurs cours en ligne en MOOC. Vous avez des MOOC d'Harvard, vous avez des MOOC de Paris-Dauphine, des MOOC d'Audencia, de Centrale. Et puis vous avez des plateformes qui se sont constituées, qui sont un peu des généralistes, qui vont aller chercher des contenus et des spécialistes et proposent des contenus sur tout. Vous allez sur Google, vous tapez MOOC et un mot-clé, vous allez voir le nombre de MOOC qui apparaissent, c'est proprement hallucinant. Dans les plateformes qui sont généralistes, il y a par exemple, je n'en cite aucune en particulier, mais MyMOOC, FunMOOC et Open Classroom. Et pourquoi je cite Open Classroom? Parce qu'à ma connaissance, mais je parle sous votre contrôle, quand vous êtes demandeur d'emploi, il y a un partenariat, Open Classroom est le leader européen des MOOC, il y a un partenariat Pôle emploi et Open Classroom qui fait que vous avez accès quasiment à tous les MOOC gratuitement, au niveau premium, gratuitement. Il suffit de donner son numéro de demandeur d'emploi. Donc c'est très riche, hein, sachant que la plupart des MOOC sont gratuits. Quand c'est payant, souvent c'est la certification s'il y en a une qui est payante. Hein, mais la plupart des MOOC sont gratuits et ne serait-ce que pour soi-même, vous pouvez vous former absolument à tout au travers d'un MOOC. Donc n'hésitez pas. Et là, effectivement, il y a un MOOC que moi je conseille au cadre. C'est intéressant le MOOC puisqu'on le gère à son rythme. On est, comme vous dites, 3 heures par semaine sur 4-5 semaines en fonction de son rythme. On a des ressources, des tests, etc. Ce que propose l'APEC en complément, puisque je suis là pour en parler aussi, c'est des ateliers. L'intérêt des ateliers ou des web ateliers, donc des ateliers à distance, c'est plus court. Un web atelier, c'est 2 heures, un atelier, c'est 4 heures. L'intérêt par rapport à un MOOC, c'est en ça que c'est complémentaire, c'est qu'il y a des échanges avec les participants. On peut travailler en échangeant avec des gens qui, au même moment, choisissent le même atelier, sont sur la même problématique de réflexion. Donc objectif, structurer la démarche, identifier tous les outils et dispositifs qui peuvent vous aider dans votre parcours de réflexion, et puis partager donc, avec d'autres personnes engagées dans un même processus. Vous trouvez ces web ateliers, j'en ai nommé, il y en a 2, reconversion comment faire, changer de voie, il y en a d'autres hein, qui travaillent spécifiquement sur les motivations ou sur les compétences. Mais avec reconversion comment faire et changer de voie, les motivations et les leviers d'action, on a déjà un panel assez large de tout ce qui existe. Et on ressort de là, me semble-t-il, en tout cas tous les cas le disent, c'est assez conscient et confiant dans le fait qu'il y a beaucoup de choses pour nous aider. Et que finalement notre projet va forcément trouver une voie. C'est en plus, il est smart. Cette voie sera rapide. Mais voilà, le web atelier c'est 2 heures, en 1h30 à 2 heures. Et puis on a toujours eu des web ateliers et des ateliers en présentiel. Vous imaginez bien qu'avec la Covid, les ateliers en présentiel, ils ont pris une claque. Pour autant, on est en train de les rouvrir depuis septembre. Il y a de plus en plus d'ateliers en salle. Et on est 34 places Verne pour les cadres qui ne sauraient pas encore où nous trouver en centre-ville. Donc on s'inscrit sur le site en 2 clics. L'atelier vous est présenté, il vous convient. Vous cliquez sur le bouton inscrivez-vous. Il y a les dates, vous choisissez votre date, vous êtes inscrit. Et comme tous les services de l'APEC, ils sont préfinancés par vos cotisations. Donc de fait, jamais rien ne vous sera facturé. D'accord. Je ne peux pas dire qu'ils sont gratuits puisque vous les avez déjà payés par vos cotisations en tant que cadre. Mais de fait, rien ne vous sera jamais facturé. Donc là, c'est autant de ressources, à la fois pour structurer sa pensée, objectif SMART, pour à son rythme découvrir des ressources, se poser les bonnes questions, le MOOC pour l'emploi, et puis le web atelier pour la même fonction, mais avec en temps plus court les échanges. Et vraiment, l'idée avant de se lancer dans un projet, c'est structurer sa réflexion. On peut avoir plusieurs pistes. On aurait pu pousser jusqu'à des bilans de compétences, mais avant même de faire un bilan de compétences, posons-nous déjà toutes ces questions, identifions les dispositifs, et on va s'apercevoir que pour beaucoup d'entre nous, on est relativement autonome, et finalement on peut commencer à avancer sans se lancer dans une démarche qui est très intéressante, hein, mais qui est beaucoup plus exigeante et plus puissante, qui s'appelle un bilan de compétences. Mais un bilan de compétences, c'est du temps, c'est de l'argent, et c'est pas forcément fait pour tous les projets. Donc posons-nous déjà les bonnes questions. Si à un moment on arrive à se dire, pour finaliser mon projet, pour le faire avancer plus vite et plus fortement, j'ai besoin d'un bilan, on trouvera toujours des ressources bilan. Mais beaucoup de gens déjà avec tous ces outils avancent déjà très clairement. Ok ?
Avez-vous des questions sur sur cette les première web partie? ateliers? L'APEC, c'est vraiment spécifique au cadre? Alors, oui, alors au sens oui et non. C'est-à-dire que sur le site de l'APEC, n'importe qui peut aller, on ne vous demande pas de justifier que vous êtes cadre. On ne le demandera jamais d'ailleurs. Simplement, c'est qu'une question d'adéquation de marché. C'est-à-dire que si vous allez sur le site d'APEC et vous cherchez des postes de garçons bouchers, qui sont existent encore, vous n'en trouverez pas parce qu'on n'en fait pas tout simplement. Mais par contre, quiconque est cadre ou aspire à des métiers qui relèvent du statut cadre va les trouver sur le site de l'APEC, donc va trouver des conseils adaptés. Voilà, mais évidemment, pour calculer sa reconversion, sa recherche d'emploi sur un poste qui ne relève pas de cadre, on est moins compétent que d'autres structures qui font ça tous les jours. C'est juste une question d'équation, mais ça n'est pas réservé au cadre. Moi j'ai une autre question, parce que en fait cadre, c'est quel niveau d'études? Parce que moi je sais que j'ai jamais exercé des fonctions de cadre, mais je sais par exemple ma conseillère pour l'emploi me disait que je pourrais aller à l'APEC. D'abord, vous êtes le bienvenu à l'APEC, quoi qu'il en soit. Vous n'avez pas besoin d'un passe-droit ou d'un niveau d'études. Ce n'est pas lié à un niveau d'études, c'est lié à une cotisation et une caisse de retraite cadre. Et donc ça, c'est lié à des choix de votre employeur. Le statut cadre en France, il est quasiment unique au monde. Je crois que le statut cadre, à part la France et Israël, il n'y en a pas. Ça relève de cotisation à une caisse de retraite cadre complémentaire. Et il y a des gens qui sont cadres qui n'encadrent pas. Il y a des gens qui encadrent qui ne sont pas cadres. Ils sont agents de maîtrise. Voilà. Donc ça n'est pas lié à un niveau d'études, même si de fait, on constate qu'une grande majorité de cadres sont Bac plus 5. Mais antérieurement, beaucoup de gens qui étaient cadres il y a 20 ans étaient plutôt des Bac plus 3. Voilà, le niveau monte globalement, il y a de plus en plus de Bac plus 5 qui atteignent assez vite le statut cadre. Mais la bonne question à se poser, c'est l'emploi que je cherche. Est-il un emploi qui peut relever du statut cadre ou non, mais qui relève de ce type de responsabilité? Si oui, alors à l'APEC, je risque de trouver des emplois et des bons conseils pour y accéder. Mais on ferme la porte à personne, bien évidemment. On avance? Alors, reconversion, de nombreuses ressources à votre disposition, et ça commence par un acronyme bizarre, la PMSMP. Ouais. Merci, c'est vrai qu'on parle beaucoup en sigle et en acronyme à Pôle emploi. La PMSMP, en fait, ça signifie la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, on préfère dire PMSMP. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'EMT, qui était l'évaluation au milieu du travail. En fait, la PMSMP a remplacé l'EMT. En quoi ça consiste? Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà la PMSMP? Pas du tout. En fait, quand vous souhaitez travailler un projet professionnel, vous pouvez faire un stage d'observation en entreprise. Et donc, vous serez en fait couvert par une convention de stage. Donc, cette convention, elle s'appelle la PMSMP. Si votre objectif est donc de découvrir un métier, vous pouvez faire une période d'immersion durant 15 jours, renouvelable une fois. Pourquoi seulement 15 jours? Parce que, évidemment, on lutte contre le travail dissimulé. On a très souvent, en fait, des entreprises qui nous appellent durant la période de Noël. Là, ils veulent accueillir en fait beaucoup de candidats pour découvrir le métier de vendeur éventuellement. Enfin voilà, donc évidemment, c'est non quoi. Donc on fait très très attention à ça. C'est vraiment réglementé. Dans la convention, en fait, nous on va passer un accord avec l'entreprise et l'entreprise se doit en fait de bien respecter les critères de la convention. C'est-à-dire qu'un stagiaire n'est pas là pour faire le café, c'est interdit. Il y a des horaires à respecter, etc. Les horaires de nuit, non. Le week-end, non. Donc c'est vraiment très, très, très réglementé. Deuxième objectif, j'ai déjà un métier en tête et je veux en fait me confronter aux conditions d'exercice du métier. Pareil, 15 jours, renouvelable une fois. Troisième objectif possible, vous avez identifié une offre d'emploi, vous y avez postulé, et puis vous avez eu un entretien. Et l'employeur vous dit, vraiment, j'ai un petit peu de doute, et vous vous dites aussi d'ailleurs, ouais, je ne sais pas si vraiment l'environnement de travail, ou l'équipe, etc., est-ce que je vais vraiment me plaire dans votre entreprise? Eh bien, c'est possible de mettre en place aussi cette convention de stage durant 3 à 5 jours maximum. L'idée pour l'entreprise, c'est bien de vous recruter, in fine,
Et vous, en fait, c'est de pouvoir vraiment découvrir le métier, l'environnement de travail. Enfin, le métier, vous le connaissez là, mais découvrir au moins l'environnement de travail. Et du coup, vous prenez une décision à la fin des 3 ou 5 jours. OK ? Donc, ayez bien ça en tête. Vous avez un accident, tout est couvert par Pôle emploi. Il faut juste bien respecter les délais. On demande à ce que la convention soit initiée maximum, minimum, enfin voilà, au moins 5 jours avant le démarrage. Ça, c'est important de bien... Mais ça se fait très facilement. Dans le numérique, on a un projet justement avec Cindy aussi de répertorier en fait les entreprises qui accepteraient la PMSMP, parce que c'est pas facile, sur le métier de développeur notamment, c'est pas facile de trouver des stages en entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous débordés, ils n'ont pas forcément le temps de tutorer une personne, donc ils préfèrent nous dire non. Donc là, on a ce projet en fait de se constituer une liste d'entreprises accueillantes. Avez-vous des questions ? Oui. Je voulais savoir, c'est que pour les demandeurs d'emploi ou est-ce que ça peut être valable aussi, ou alors est-ce que vous avez peut-être un équivalent pour des salariés qui ont un projet de reconversion professionnelle et qui souhaiteraient aussi pouvoir tester un métier ou s'assurer de faire le bon choix s'ils ont un projet de transition pro par la suite, etc. Est-ce que vous faites ça pour ces publics-là ou est-ce que vous avez un homologue qui s'occupe de faire ça pour ce type de public ? Je vais botter en touche, je ne sais pas s'il y a un homologue. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous à Pôle emploi, nous n'accueillons et nous n'accompagnons que les demandeurs d'emploi. Donc la convention de stage, elle n'est réservée qu'aux personnes qui sont bien inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Donc effectivement, moi je ne sais pas. Oui, vas-y. L'APEC, par exemple, est en négociation pour obtenir ce droit, parce que finalement c'est très engageant juridiquement de pouvoir co-signer une convention. Ça n'avance pas, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, peu importe. Par contre, à ma connaissance, j'ai eu un cadre récemment qui a eu, de la part de Pôle emploi, un conseil qui est « Adressez-vous en tant que salarié au groupement Évolution », sur la région c'est Catalyst, et a priori, d'après ce groupement Évolution et d'après Pôle emploi, ils sont légitimes à signer des PMSMP pour des salariés. Je n'ai pas personnellement vérifié l'information qui me date d'hier, j'en suis un peu surpris, parce que je ne vois pas ça dans les textes, mais si elle a eu double confirmation, je vous invite à le vérifier. Et je pense que l'APEC, incessamment sous peu, sera légitime à signer des conventions de cette nature. Mais c'est vrai que le principal acteur, alors pour les jeunes, c'est aussi les missions locales qui peuvent signer, etc. Mais pour les moins de 26 ans, mais sinon c'est Pôle emploi, et donc c'est plutôt ouvert dans l'esprit et dans là où viennent les PMSMP, c'est plutôt pour les demandeurs d'emploi. Mais regardez le groupement Évolution, il semblerait qu'il puisse signer des conventions de cette nature. Ouais, c'est parce qu'en fait j'ai fait une petite réunion collective, d'information collective avec Transition Pro, ouais. Et justement, ils nous avaient dit qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire des conventions pour des immersions comme ça, mais qu'il fallait qu'on s'adresse à notre interlocuteur CEP. Et j'ai échangé du coup avec votre collègue au stand tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant que l'APEC pouvait... Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, l'APEC, c'est non. Mais groupement Évolution, tentez, parce que j'ai une cadre il y a 2 jours qui m'a dit, a priori, ça marche. Ok, parce qu'on m'avait parlé de Pôle emploi, du coup, donc ça doit être après, sinon Catalyst pour les salariés. Non, Pôle emploi, ils sont sectaires, ils accompagnent que les demandeurs d'emploi. On en a déjà assez. Autre outil, autre démarche complémentaire, faire des enquêtes métiers. À un moment, quand je veux réfléchir au métier et que je veux incarner ce métier, mettre de la chair un petit peu sur tout ce que j'ai pu lire, l'idéal c'est de rencontrer des gens qui exercent ce métier et qui vont pouvoir m'en parler. Ça se fait assez facilement, hein. Les gens adorent parler d'eux et donner des conseils. Si vous regardez bien, ça marche assez facilement. Je vois des gens qui font oui de la tête, ils ont dû en faire assez facilement déjà. Comment on structure une enquête métier? Donc l'objectif c'est de contacter les personnes qui occupent des fonctions qui peuvent vous intéresser. Moi je crois qu'il y a 3 axes, après ça peut se décliner en plein de questions, mais il y a 3 axes. L'axe de quel a été leur parcours. Qu'est-ce qui les a conduits à ces fonctions? Quelles ont été leurs motivations? Pourquoi ils ont voulu rentrer dans la carrière? Est-ce qu'ils y trouvent satisfaction? On va le voir. Quel a été leur parcours de formation, s'il y en a un? Quels sont les postes précédents? Parfois, je vise un emploi et puis je m'aperçois en discutant avec ces gens que je ferais mieux de viser l'emploi qu'ils occupaient juste avant. Parce que là, j'ai un chemin qui est beaucoup plus facile. Donc, laissons-leur nous parler de ce qu'a été leur parcours, d'où ils viennent. Évidemment, le deuxième grand axe, c'est leur métier au quotidien. Une semaine type, une journée type, c'est quoi? Comment s'organisent les choses? Les avantages et les contraintes du métier? Qu'est-ce que je trouvais sympa? Qu'est-ce qui n'est pas? Quand vous lisez des annonces ou des fiches de poste, vous avez un ensemble d'activités, mais elles ne sont pas pondérées entre elles. Il y a peut-être une activité qui vaut 70% de son temps, mais que 5% de l'intérêt du poste, et réciproquement. Demandez-lui, il va vous le dire. Et puis il y a un troisième axe qui est rarement à travailler, moi je trouve que c'est dommage, parce que c'est le plus intéressant, c'est avoir une approche plus prospective. C'est-à-dire leur demander,
comment vous voyez le métier évoluer dans les 5-10 ans qui viennent. Parce que vous, le métier d'aujourd'hui, c'est déjà trop tard pour vous. Vous, c'est le métier de demain que vous visez. Donc, demandez-leur, est-ce qu'il y a des forces qui vont peut-être faire évoluer le métier? Est-ce que ce sont des évolutions technologiques qui font qu'on ne fera pas le métier de la même façon dans 5 ans? Est-ce que ce sont des évolutions sociétales, les attentes des clients, le télétravail, des évolutions législatives qui font que, à votre connaissance, le métier ne sera pas le même dans 5 ou 10 ans qu'il ne l'est aujourd'hui? Ça, en plus, souvent, ça les fait réfléchir. Et ils aiment bien. Ils trouvent que vos questions sont drôlement intéressantes. Parler d'eux, c'est un peu stéréotypé de ce qu'ils font. Là, c'est une réflexion qui... Et ça peut être très intéressant parce que si demain, dans votre projet, vous êtes face à un recruteur et qui vous dit, évidemment, qu'est-ce que vous connaissez du métier, lui dire, attendez, je ne suis pas là par hasard, j'ai fait des enquêtes métiers, entre autres, et voilà les questions que j'ai prises. Ah oui, vous avez une vision assez intéressante du métier tel qu'il est et du métier tel qu'il peut devenir. Et là, vous avez une véritable discussion qui rassure le recruteur sur votre motivation et votre implication. Comme la PMSMP est un outil qui rassure aussi le recruteur potentiellement. Voilà, pour contacter toutes ces personnes, pensez évidemment à votre réseau existant. Les réseaux sociaux professionnels, une chose que les gens utilisent peu, c'est toutes les fédérations ou les syndicats professionnels qui sont là pour promouvoir les métiers. Si je veux être RH, je vais aller voir la NDRH. Si je veux être dans la com, je vais aller voir l'association des professionnels de la com, la PCOM. Quasiment tous les métiers ont des syndicats, des fédérations qui regroupent leurs adhérents et qui ont pour but de promouvoir le métier, d'informer sur le métier, sur les filières pour y accéder. C'est royal. Et puis vous avez sur le site, on y reviendra tout à l'heure, Choisir mon métier en Pays de la Loire, qui est le site qui est mis en place par le CARIFOREF et par le Conseil régional des Pays de la Loire, une rubrique qui s'appelle « Rencontrer un pro ». Et cette rubrique vous permet justement, alors je ne promets pas qu'il y ait des pros de tous les métiers, mais un certain nombre de professionnels qui se rendent disponibles au travers de cette rubrique pour vous rencontrer, discuter avec vous. Moi j'ai régulièrement des cadres qui me disent « j'ai rencontré des mecs super grâce à cette rubrique », enfin des gens super grâce à cette rubrique, c'est génial. Voilà, c'est une source possible aussi pour identifier. Ceci dit, il suffit souvent d'aller sur LinkedIn, on va trouver un tas de gens. S'ils sont en réseau, a priori, c'est qu'ils ont envie d'échanger, en tout cas qu'ils se déclarent prêts à. Vous leur demandez rien, hein, si ce n'est de parler d'eux et donner des conseils précieux qu'évidemment vous allez mettre en œuvre et vous allez les remercier chaudement, ils adorent ça. Ça marche très très bien. Voilà, n'hésitez pas parce que je pense que mettre de la chair sur les postes qu'on vise ou les métiers qu'on vise, c'est indispensable pour votre réflexion à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner d'enquêtes métiers qu'ils ont fait ou de l'efficacité? J'ai vu madame souvent faire oui de la tête. Oui, parce que moi en ce moment je fais des enquêtes métiers à cause d'une formation, grâce à une formation dans la reconversion justement, qui nous aide à définir notre projet professionnel et souvent partir dans une vraie conversation avec la personne au lieu de faire un interrogatoire et vraiment avoir ces petites questions classiques, et on en apprend beaucoup plus et ça nous inspire beaucoup plus aussi. Oui, puis on n'est pas à l'abri que la personne dise « Tiens, vous avez l'air sympa, vous pouvez pas me laisser votre CV, ça peut peut-être intéresser ma structure. » Ça crée une affinité aussi et après ça débouche sur d'autres opportunités. Super. Et si vous manquez de questions, en tout cas si vous voulez préparer l'enquête métier, nous on a un guide méthodologique à l'orientation et du coup vous avez des outils pour ça. On a l'enquête métier, donc ça permet aussi de travailler un peu quand même avant l'entretien avec le professionnel et donc on a tout ça aussi si vous avez besoin. Allez, j'avance. Je ne sais pas qui devait... C'est la slide que vous avez rajouté, Cindy, sur les... C'est ça, mais c'est... Il y a une petite coquille, c'est pas grave. Tac, voilà. Choisir mon métier, Pays de la Loire. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur ce site-là? Très bien, alors. Je vais m'arrêter là. Non, je rigole. Vous avez bien fait de venir. Non, sur ce site-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs solutions en fait de recherche. Soit vous pouvez rechercher par métier, soit vous pouvez rechercher par formation, par lieu. Et l'idée, c'est que ça vous présente vraiment les formations qui arrivent prochainement, sur lesquelles vous pouvez aussi vous positionner. Donc ça fait partie de l'offre qui est présentée sur tout l'ensemble des Pays de la Loire, entre autres. Après, vous avez la possibilité aussi de pouvoir, si par exemple, vous êtes ici, de pouvoir aussi choisir par rapport à vous, votre choix. Voilà, si vous souhaitez faire un apprentissage, vous pouvez aussi aller à la recherche des offres qui peuvent être proposées. Après, on revient un peu à rencontrer un pro, ce que tu expliquais aussi. Et puis après, former mes collaborateurs, c'est plus pour les professionnels. Mais si je clique par exemple sur choisir mon métier, ici vous avez la possibilité de choisir sur Nantes, de choisir votre métier. Après, petit conseil aussi qui peut peut-être être intéressant, donc aussi par compétences, famille de métiers, centre d'intérêt. Peut-être essayer d'élargir
votre recherche à pas rester centrée que sur Nantes, mais peut-être élargir vraiment au niveau de la Loire-Atlantique, pourquoi pas aussi au niveau de la Roche-sur-Yon. En Vendée, il y a aussi des opportunités d'emploi ou des facilités sur des profils un peu plus juniors, entre guillemets, pour pouvoir décrocher un stage ou un emploi ou une alternance notamment. Vous savez combien il y a de formations en moyenne disponibles et présentées sur ce site? Puisqu'il est censé regrouper exhaustivement toute l'offre de formation des Pays de la Loire. Bah, vous allez voir, il y en a à peu près 26 000. Et c'est que en Pays de la Loire. Après, si on va aller plus loin, on fait le RNCP, puis on a toutes les formations en France. Moi, j'ai appuyé sur rien. Voilà. Donc, il y a 26 000. Et ensuite, effectivement, par mots-clés, on rentre, et puis on sélectionne, on choisit, on a accès à tous les centres de formation, toutes les formations existantes, toutes les dates, etc. Il n'y a pas plus complet. Il n'y a aucune source d'information plus exhaustive sur la formation en Pays de la Loire. C'est même à ma connaissance la seule. Elle a écrasé les autres. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. On découvre pas mal de choses, car vraisemblablement, il y a fort à parier que pour beaucoup d'entre vous, un projet de reconversion passera un moment par la case formation. Qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, qu'elle soit certifiante ou pas, il y a tout. Ça a été créé par la loi de 2014, la loi qui a été instituée pour donner à chacun les moyens d'évoluer professionnellement. C'est la même loi qui a instauré le conseil en évolution professionnelle. C'est intéressant, je rappelle, vous avez depuis 2019 un crédit de 500 €. Avant, vous aviez sans doute pour beaucoup d'entre vous le DIF, le droit individuel à la formation. Et ce DIF, on comptait en heures. On l'a passé en euros, c'est quand même plus efficace. En tout cas pour les salariés du privé, pour les gens du public, c'est encore en heures. Il y a plus de 85 000 formations qui sont éligibles et qu'on peut trouver sur le site du RNCP. C'est très facile de créer son compte, on vous demande votre numéro de sécurité sociale et c'est fait. C'est vraiment un outil majeur. Et il y a fort à parier d'ailleurs que dans la plupart des dispositifs de formation et qu'on va vous proposer, quand vous allez demander notamment des financements, on va vous dire pas de souci, mais commencez déjà à utiliser votre CPF. Vous mobilisez votre CPF, puis nous on complète. C'est ce qu'on va vous demander à Transition Pro, ce que vous demandera Pôle emploi, enfin, c'est normal. Cet argent, il vous est dû, vous l'avez, utilisez-le. Mais quand je dis que vous êtes une exception, c'est que... alors, je n'ai pas les chiffres précis des derniers calculs, mais rien que pour les salariés du privé, il devrait y avoir 28 millions de comptes personnels de formation créés. Ce droit est universel, il est pour chacun d'entre nous. Il y en a à peine 14 millions. C'est-à-dire qu'il y a 14 millions de gens, 1 sur 2 pour les salariés du privé, qui ignorent qu'ils ont ce droit, ou qui ne savent pas comment l'exercer, ça leur paraît trop compliqué. Vous allez me dire, tant pis pour eux. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui en moyenne, sur un compte personnel de formation, il y a 2 000 €. En moyenne. 2 000 € fois 14 millions, ça fait 28 milliards d'euros qui ne sont pas utilisés pour développer les compétences de ces gens. Mettez-vous au niveau du législateur et de l'État, du pays France, 28 milliards d'euros qui dorment et qui devraient être utilisés pour élever les compétences, accéder à des projets de formation, de reconversion, enfin aider la reconversion et l'évolution professionnelle. Donc utilisez-le, c'est vraiment un levier magnifique. Et encore une fois, il vous sera demandé de le faire. Je ne sais pas si vous avez l'appli Mon Compte Formation, mais si vous avez l'appli, vous faites tout à partir de l'appli. Vous identifiez la formation, vous la commandez, vous la payez, c'est réglé en 2 clics. C'est super efficace. Et si vous êtes comme moi un idiot qui n'a jamais utilisé son DIF ni son compte personnel de formation, vous avez quasiment 4 300 € sur votre compte. Je vais bientôt atteindre le plafond, alors là je vais commencer à dépenser, ça va être super. Donc j'espère que vous êtes moins idiot que moi, vous avez commencé à identifier les actes, mais en tout cas utilisez-le. Et je voulais déjà m'assurer, mais c'est très bien, vous avez majoritairement levé la main, que vous avez connaissance. Après, est-ce que vous avez connaissance de ce que vous avez sur votre compte personnel de formation? Oui, globalement. Et alors quand je dis 2 000 € en moyenne, vous êtes dans cette moyenne? Ouais, non, normalement, vous devriez avoir plus parce que beaucoup de gens ne l'utilisent pas en fait. Donc, est-ce que vous avez bien tous pensé, c'est trop tard si vous ne l'avez pas fait, je n'aurais pas le dire, transformer vos heures DIF, ou plutôt pas les transformer, mais les justifier. Bon, bah c'est bien, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre, monsieur. Une question par rapport au DIF, justement. On a transféré du coup les heures DIF sur le compte personnel de formation, sauf qu'en fait, sur le compte personnel de formation, c'est toujours indiqué en heures. Est-ce que vous savez si c'est normal ou si je dois m'inquiéter? Alors, normalement, moi je ne vois pas à quoi vous faites référence, mais il faudrait qu'on regarde. Parce en gros, c'est des années où j'étais sur oui, tout à fait, mais normalement, en fait, quand vous avez ouvert votre compte personnel de formation, vous avez déclaré, c'était purement déclaratif, j'ai tant d'heures DIF. La machine vous les a automatiquement transformées en euros au rythme de 15 € par heure. Moi, en fait, elles étaient déjà affichées, donc j'ai rien déclaré de plus. Ah, elles ne pouvaient pas être affichées, vos heures DIF. Parce que c'est uniquement la machine ne pouvait pas vous repérer.
Le CPF, quand il a été créé en 2014 et qu'il remplace le DIF, il ne peut pas savoir ce que vous aviez en DIF. Vous deviez le déclarer, 1, et 2, vous deviez avant, c'était le 30 juin, ça a été repoussé par les députés, c'était au 30 juin, vous deviez attester, prouver que vous aviez bien ces heures. Mais au départ, il suffisait de les déclarer, la machine automatiquement vous disait, ça fait tant. Normalement, vous aviez 120 heures, c'était le plafond. 120 heures x 15, ça se transformait au maximum en 1800 €. C'était tout de suite écrit. Donc généralement, quand vous ouvrez votre CPF, normalement maintenant ça ne doit plus apparaître, il y a longtemps que je n'ai pas été voir le mien, mais ça doit être marqué, en tout cas à l'époque, jusqu'au 30 juin, c'était marqué, vous avez 3500 € de droits, dont 1800 € de droits au titre du DIF. Ouais, moi, c'est comme ça. C'est généralement comme ça. Mais normalement, il ne doit pas y avoir de notion d'heure. En tout cas, s'il y a une notion d'heure, elle est immédiatement accolée à une notion d'euros. Ouais, moi, c'est pas le cas. Ok, bon, Et retenez que c'est 15 € l'heure. Ouais. Ok. Mais ouais, ça me surprend, j'ai jamais vu un écran qui dise ça. Ouais, j'ai été assez surpris de ça aussi. Bon, je regarde. Vous avez peut-être un très vieux, Non, très vieux pas comme ça, ordinateur non, qui pas n'a comme pas encore ça. transféré. Non, je ne sais pas. Madame. Je voulais savoir, il n'y a pas de durée de validité, il y a plus un plafond, mais pas de durée de validité. Jusqu'à votre retraite. Oui, voilà. Par contre, à votre retraite, c'est perdu. Mais tant que vous êtes salarié, tant que vous êtes en poste, vous avez le droit. Si vous atteignez le plafond et que vous dépensez, ça se remet à recréditer jusqu'au plafond de 5000. Alors 5000, c'est la moyenne pour à peu près tout le monde. Après, il y a des cas particuliers où on peut plus, mais je ne les ai pas en détail pour les personnes handicapées. Il y a 2-3 cas où on a plus de sous. Enfin, la moyenne pour la grande majorité des gens, c'est 5000. Le plafond, c'est 5000. D'autres questions sur le CPF? Voilà un premier outil. Le visa métier, ici qu'on parle? Ah, c'est moi. Visa métier, donc un autre outil, en fait, c'est un dispositif de financement de formation. Tout à l'heure, donc, on a visité le site du Carrefouref et du Conseil régional, donc Choisir mon métier. Et donc, le Conseil régional finance des actions de formation, alors, sur des métiers qui sont dits porteurs ou en tension uniquement. On ne finance pas, le Conseil régional, toutes les formations. On est vraiment là où il y a de la demande, il y a des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, et bien il y a des formations en face qui sont financées. Quand ils financent, en fait, c'est forcément pour des formations qui sont qualifiantes, diplômantes. Donc c'est des formations un petit peu longues, 8, 10, 12 mois, ça dépend du métier. Et là, depuis l'année dernière, maintenant, je crois, c'est l'ENI, pour l'informatique, c'est l'ENI, en fait, qui a remporté à nouveau l'appel d'offres marché public. Et donc, l'ENI est mandataire sur le dispositif Visa Métier. Donc, si vous souhaitez faire une formation en informatique, il faudra donc valider votre projet avec votre conseiller référent Pôle emploi. Et ensuite, vous pourrez prendre contact auprès de l'ENI. L'ENI vous fera passer des tests. Il y a énormément de demandes. Donc, si vous avez un projet de formation dans le cadre du visa métier, je vous invite à contacter rapidement l'ENI parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sur liste d'attente. Donc souvent, on revient vers nous en disant, on me contacte souvent, Madame Jousset, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et en fait, non, parce que ce sont des dossiers qui passent en commission. C'est le conseil régional qui valide en fait les entrées en formation. Donc vraiment, il y a tellement de monde qu'il faut contacter rapidement l'ENI. Est-ce que oui, vous avez une question? C'est quand on voit une formation qui nous intéresse, on contacte l'ENI ou on fait valider alors quand vous dites qu'il y a le dossier? Faut le faire, voilà. Vous pouvez contacter l'ENI pour prendre rendez-vous. Voilà. Okay. Ça veut dire que déjà, si vous avez identifié une formation à l'ENI, c'est que votre projet, il est déjà travaillé. D'accord? Donc, de fait, votre conseiller référent est déjà informé. Il a déjà validé votre projet. Et ensuite, du coup, là, vous pouvez prendre contact. Et parce que du coup, vous, le conseiller référent, il valide aussi ouais. Parce que moi, j'ai postulé pour l'ENI, j'ai candidaté, j'ai passé les tests, mais mon conseiller pour l'emploi n'a pas monté de dossier. En fait. Non, on ne monte pas de dossier. On ne monte pas de dossier, on valide le projet. Ah, pardon, ouais, on valide votre projet, on l'inscrit dans votre dossier de demandeur d'emploi. Il y a quelques années, on envoyait des fiches de prescription en fait à l'ENI notamment, parce que ça fait quelques temps qu'ils sont sur ce marché-là. Maintenant, ça n'existe plus. Mais l'ENI peut nous appeler, peut appeler votre conseiller référent et lui demander s'il a bien validé votre projet, s'il est d'accord, il est bien en phase avec votre projet. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de passer par votre conseiller référent.
D'autres questions? Comment? Par exemple, il existe pour l'emploi. Oui. On s'approche avec les conseillers. Après, à ENI, que c'est l'école d'informatique, Oui. et Visa Métier, c'est un autre organisme pour... Alors, en fait, Visa Métier, c'est un dispositif de financement de formation. Le conseil régional a mis en place ce dispositif. Donc, ils vont financer des formations. Les formations seront dispensées par l'ENI. Donc, c'est l'ENI qui met en place les formations. Et Pôle emploi doit valider votre projet. D'accord? Ça va? Oui. Peut-être une autre question. Là, en fait, on parle du financement. Oui. Quoi qu'il arrive, il faut commencer par valider, postuler chez l'ENI qui les accepte. Mhm. Et parce qu'il y a les visas métiers, puis il y a aussi choisir mon métier. Par exemple, il y a d'autres formations. Oui, tout à fait. De l'ENI, par exemple, je prends un exemple, Mhm. un développeur web. Et c'est qui choisit dans quel cadre de financement? C'est eux? C'est la commission. Tout à l'heure, je vous parlais de commission. Voilà, Donc, c'est en fait le conseil régional qui va valider votre entrée en formation. Donc, s'il ne valide pas, l'ENI peut vous orienter vers soit une autre formation ou un autre financement. Mais c'est bien cette commission du conseil régional qui valide. D'accord? Là, en fait, on a parlé du financement, il y a la rémunération également. Si vous avez des allocations de retour à l'emploi sur ces formations financées par le conseil régional, vous continuerez en fait de percevoir vos allocations de retour à l'emploi. Elles vont se transformer par ce sera des allocations de retour à l'emploi formation. On a bien réfléchi, hein, on a mis un F en fait à ARE, on a rajouté le F, donc on est allé assez loin quand même dans la réflexion. Et blague à part. Et du coup, si vous n'avez pas d'allocation de retour à l'emploi, en fait, il existe une rémunération qui sera versée. Alors là, c'est un dossier qui est monté par le conseil régional. Mais ce ne sera pas l'équivalent d'un SMIC. Voilà, c'est comme la rémunération formation Pôle emploi, s'il y en a qui connaissent, la RFPE, eh bien, c'est l'équivalence. Alors, j'ai parlé de Pôle emploi parce que, évidemment, je parle de ce que je connais, mais effectivement, si vous êtes accompagné par la mission locale, c'est la mission locale qui valide votre projet. Si vous êtes accompagné par Cap Emploi, c'est Cap Emploi qui valide votre projet. Est-ce que vous connaissez la POE? Alors pareil, encore des sigles à Pôle emploi, on est là-dessus. Préparation opérationnelle à l'emploi collective pour le C et le I individuel. Il y a une grosse différence entre les deux, même si on est parti effectivement sur les mêmes lettres quasiment. En fait, d'un côté, vous avez donc une entreprise qui contacte Pôle emploi et qui nous dit, voilà, moi il me manque, allez, admettons, 10 développeurs. Ça peut être un développeur, hein. Donc, j'ai regardé votre site, votre CVTech, je n'ai rien. J'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai appelé la PEC, voilà, je n'ai pas de développeur, quoi. Donc, quelle solution de recrutement pouvez-vous me proposer? Et ben, dans ce cas, en fait, on va aller mettre en place ce qu'on appelle donc cette POI. On part bien du besoin de l'entreprise pour mettre en place, en fait, une action de formation rapide, hein, 400 heures de formation, c'est 3 mois à peu près de formation. 2 mois et demi, 3 mois. Durant ces 400 heures, donc, vous serez formé sur une technologie. Si c'est développeur, ça va être Java, parce qu'on a besoin de développeurs Java. On en manque cruellement. Donc, hop, on met en place un plan de formation. On va mettre des soft skills quand même aussi dans le plan de formation. Et puis, 400 heures après, si vous avez été assidu et si vous êtes bien monté en compétences, eh bien l'entreprise, elle vous recrute. Donc ça, nous, c'est un dispositif qu'on aime beaucoup et c'est un dispositif qui est extrêmement, je dis extrêmement, mais je ne pèse pas mes mots, utilisé par la filière numérique. Parce qu'il y a de gros besoins et c'est une solution rapide. Donc, alors là, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas scientifique, j'ai fait des études littéraires ou je n'ai pas fait d'études. Et là, vous êtes en train de me dire qu'en 400 heures, je serai développeur. Alors, évidemment, tout le monde ne sera pas développeur en 400 heures. Alors, ce que nous, on fait là pour le numérique, on le fait aussi pour
toutes les autres branches, enfin tous les autres secteurs d'activité. La POE, elle n'est pas spécifique au numérique, évidemment. Mais c'est vrai que c'est le numérique là, qui utilise pas mal ce budget parce que c'est très intéressant. On va plutôt aller chercher évidemment des profils qui ont déjà une appétence pour l'informatique, hein, c'est mieux, et puis des personnes qui ont quand même des compétences transférables au métier. Après, vous avez pu ne jamais coder, vous ne connaissez pas l'algorithmie, ça se travaille. Mais en 400 heures, effectivement, ça va très très vite, c'est fatigant. Donc voilà, c'est un outil qu'on utilise mais qui n'est pas forcément adapté à tout le monde. On le finance avec l'OPCO, l'opérateur collecteur. On finance la POE et on rémunère, Pôle emploi rémunère donc les candidats. Donc s'il n'y a pas d'allocation de retour à l'emploi, on met une rémunération formation Pôle emploi en place, qui est de 685 € maximum, en fonction de vos années d'expérience, de votre âge, etc. Et si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, on peut majorer ce taux. En face, on a la branche professionnelle, qui réunit des entreprises sur son territoire et qui apprend par les entreprises qui manquent des développeurs ou des testeurs ou des techniciens de maintenance en informatique. Là, je cite à fond parce qu'on a beaucoup de besoins. Donc, il nous manque des techniciens sur notre territoire. Que fait-on? Eh bien, la branche professionnelle, elle va en fait demander à l'OPCO de mettre en place donc, un appel d'offres marché public sur tel ou tel métier. Et donc, pareil, 400 heures de formation. Donc, l'OPCO, en fait, lance un appel d'offres auprès d'organismes de formation. Et l'organisme de formation, donc, qui a été sélectionné, va mettre en place des actions durant 400 heures. Alors là, c'est pareil, donc il n'y a pas d'embauche à l'issue, normalement, mais quand un organisme de formation se positionne sur un tel marché, il a déjà un réseau d'entreprises, donc des entreprises intéressées et qui veulent recruter, évidemment. Voilà, donc ça, 400 heures pour les deux dispositifs. À gauche, vous avez une entreprise qui va vous recruter. Elle est déjà identifiée avant même votre entrée en formation. Donc vraiment, elle croit en vous. Voilà. Donc la sélection, elle n'est pas facile hein, en amont de la formation, parce qu'elle ne doit pas se louper. Et en face, vous avez donc un appel d'offres marché public qui est lancé et donc mise en place d'actions de formation. 400 heures également. Oui. Le hic de ces deux systèmes, par contre, si j'ai bien compris, c'est que c'est réservé aux demandeurs d'emploi. Uniquement, exclusivement, tout à fait. Là je ne présente que les dispositifs. Comment? Si je suis en poste actuellement, ça veut dire qu'il faut que je démissionne, mais du coup, je n'ai pas droit au chômage. Alors, peut-être sur ce point, vous avez raison. Je vous emprunte le micro. Sur ce point, vous avez raison, mais il faut avoir à l'esprit que, effectivement, a priori, quand vous êtes en emploi, le premier formateur de tout salarié, c'est l'employeur. Le problème, c'est que l'employeur, il n'a pas forcément envie de former des choses qui vous arrangent, vous, parce que vous avez un projet de reconversion qui ne s'inscrit pas. À ce moment-là, il y a un deuxième dispositif qui peut se mettre en place. Ce n'est pas l'objet de la chose, mais ça accompagne les reconversions. C'est ce qu'on appelle les projets de transition professionnelle. Vous connaissez, mais je fais simple, je répondrai à vos questions si vous en avez. Je demande à la transition pro, il y a une commission, j'évalue les choses. Ok, très bien. Ça suppose qu'il y ait une autorisation d'absence de l'employeur, puis ça suppose que votre dossier soit validé par une commission. Cette commission, elle n'a pas des budgets infinis à gérer. Et donc on sait que, par exemple, moi pour les cadres que j'accompagne, sur 100 dossiers qui sont acceptés, la moyenne des dossiers, la valeur moyenne des dossiers qui inclut les salaires plus le prix de la formation, les salaires pendant la formation et la formation même, c'est autour de 24 000 €. 3 mois de salaire d'un cadre plus la formation, les 24 000 €, on ne les a pas déjà. Hein. La plupart du temps, les salaires chargés, et souvent que les formations sont plus de 3 mois. Quand il n'y a pas ça, qu'est-ce qui vous reste? Pas grand-chose pour financer la formation elle-même, à part vos deniers personnels, votre compte personnel de formation. Par contre, quid de vos revenus pendant la formation? Et bien là, il vous reste deux dispositifs à minima. La rupture conventionnelle. Vous négociez une rupture conventionnelle, vous avez le droit à la RE. Mais encore faut-il que votre employeur ait envie de négocier. Et s'il n'a pas envie de négocier, il y a un autre dispositif qui existe depuis les lois Macron de 2019, qui s'appelle le projet de reconversion professionnelle, qui est donc démissionné, et effectivement, en théorie, Pôle emploi indemnise les gens qui sont involontairement privés d'emploi. La démission ne fait pas partie des cas où on est involontairement privé d'emploi. Donc la règle, mis à part les démissions poursuivies de conjoints ou 2-3 cas qui sont très bien listés sur le site de Pôle emploi, normalement quand on démissionne, eh bien on n'a pas le droit
à l'indemnisation. Mais si on a un projet de reconversion, ou de création d'entreprise, mais vous êtes plutôt en reconversion, projet de reconversion, qu'on a au moins 5 ans d'activité continue, et que le dossier qu'on présente à la commission est accordé, aujourd'hui les taux d'acceptation c'est 97%, on est accompagné par un conseil en évolution professionnelle pour monter ce dossier, eh bien on peut démissionner, être pris en charge par Pôle emploi et, avec son conseil Pôle emploi, entrer dans un process de formation tel qu'il a été décidé. Qu'est-ce qu'on entend exactement par 5 ans d'activité continue? 1300 jours, alors je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais 5 ans d'activité continue, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir d'interruption, et Pôle emploi est assez chatouilleux sur le sujet, il ne peut pas y avoir d'interruption. Par exemple, si vous avez quitté un emploi, c'est pas forcément dans la même entreprise, hein, si vous avez quitté un emploi le vendredi, vous avez repris le lundi suivant dans une autre. Par contre, les congés sabbatiques, tous les congés qui donnent lieu à rémunération, donc les congés maternité, etc., eux sont pris en compte dans les 1300 jours sur la période de considération. La période de chômage. La période de chômage, normalement, ne permet pas d'accéder, je le vérifierai, mais je le dis spontanément, ne permet pas d'accéder à ce dispositif. Vous n'avez pas 5 ans d'activité continue. Quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'activité. Mais effectivement, et on peut le comprendre, Pôle emploi mobilise des sommes et mobilise des dispositifs pour les gens qui sont privés d'emploi. Quand on est salarié, on a la chance d'avoir un emploi, donc on a aussi son employeur qui a un plan de développement des compétences et qui est censé être le premier relais. Et d'autres dispositifs existent pour nous accompagner. Alors moi, je reste très très prudente sur ce qui vient d'être dit. 97% des dossiers sont acceptés quand tout le parcours a bien été suivi. On a aussi beaucoup de dossiers qui sont refusés. Donc attention, soyez vraiment très 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 prudents là-dessus. Au début, quand la loi elle est sortie, il y a plein de gens qui nous ont appelés. Ouais, c'est bon, je démissionne parce que je voudrais créer ma boîte, je voudrais faire une formation. Non, ça marche pas du tout comme ça en fait. Donc, alors, je me permets quand même une chose, c'est que la commission paritaire que je vais plus rencontrer vendredi et qu'on connaît bien, c'est eux, leur taux d'acceptation, il est bien de 97% des dossiers. Et ces dossiers, ils ont été validés et co-signés par votre conseil en évolution professionnelle. Je ne connais à ce jour que 2 cas où les gens peuvent commettre des erreurs. C'est que soit ils démissionnent avant l'avis de la commission, ils prennent un risque, parce que si la commission dit non, c'est 3%, enfin si elle dit non, bah, ils sont le bec dans l'eau. Ou il y a une erreur aussi qui est commise par certaines personnes, il faut juste l'avoir à l'esprit, c'est une question de planning. Quand vous avez l'accord de la commission, s'ouvre un premier délai de 6 mois, pendant lequel vous pouvez démissionner, réaliser votre préavis et vous inscrire à Pôle emploi. Il y a des gens qui commettent l'erreur de commencer leur formation avant de s'inscrire à Pôle emploi, ou de créer l'entreprise avant de s'inscrire à Pôle emploi. Or la logique de Pôle emploi, je parle sous votre contrôle, mais la logique de Pôle emploi, c'est de dire au moment de mon inscription, je dois être totalement disponible pour ma recherche d'emploi. Donc on pourrait dire qu'il y a une forme d'hypocrisie, parce que si le 1er octobre je m'inscris et je suis disponible et que le 2 je démarre ma formation, théoriquement ça marche. Mais il y a des gens qui commettent l'erreur de se dire, bah, moi j'ai identifié la formation, elle démarre le 15 septembre, je m'inscrirai plus tard à Pôle emploi, je démarre ma formation, c'est ma priorité. Ah oui, sauf que là Pôle emploi est fondé à dire, quand vous venez le 16 septembre, dire, bah, monsieur, vous avez démarré votre formation, donc vous n'êtes pas disponible pour votre recherche d'emploi. Donc nous sommes fondés à ne pas vous indemniser. Dans la réalité, beaucoup de choses se négocient. Je suis obligé de le constater. Enfin, la règle s'applique et il vaut mieux la connaître. Donc nous, le conseil en tant que CEP, c'est tant que vous n'avez pas votre solde de tout compte et que vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, vous ne démarrez pas de formation, vous ne démarrez pas d'activité. Il y a une règle du jeu, il faut la connaître, c'est tout. Est-ce que ce genre de formation, les dossiers passent plus souvent parce que c'est un niveau d'études supérieures? Non, les dossiers passent en commission, pourquoi? Tout simplement parce que les dossiers sont co-construits avec un conseil en évolution professionnelle, il y a une structure, il y a Transition Pro qui s'assure que le dossier est complet avant de le passer en commission, bref, il y a un tas de filtres qui font que si tout le monde fait bien son travail, il n'y a a priori aucune raison que la commission refuse. 70% des dossiers sont des dossiers de création d'entreprise, 30% des dossiers de formation. Les seuls dossiers que je connais dans les 3-4% refusés, ce sont plutôt des dossiers de création d'entreprise sur lesquels la commission estime que les prévisions d'activité que se donne la personne ne sont pas cohérentes, ne sont pas suffisamment étayées. Mais la commission elle va loin, si vous créez une boîte, elle va vous demander une lettre d'une banque comme quoi vous êtes bien financé, elle va vous demander une attestation sur l'honneur comme quoi vous disposez des fonds pour votre formation ou pour... ça verrouille. Hein. Donc quand elle dit oui, elle a des éléments. Elle juge le caractère réel et sérieux, pas le fait que vous allez absolument réussir. Mais par exemple, sur les projets de formation, et c'est bien normal, ils vont vous demander, montrez-moi qu'au-delà de la formation, vous avez investigué le marché de l'emploi au terme de la formation. Et que au-delà de la formation, ça n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Donc assurez-vous que, et démontrez-moi
que vous avez bien fait les renseignements nécessaires, par des enquêtes métiers, par tout ce qu'on a dit, qui vous laisse à penser de manière sérieuse qu'au terme de la formation, il y a bien de l'emploi. Si vous ne rassurez pas la commission sur ça, elle dira non. Mais il n'y a pas de raison de travailler. Enfin, moi, je ne signe pas un dossier en tant que conseiller en évolution professionnelle si je pense que le dossier ne tient pas la route. Et donc, vous ne pouvez pas le présenter. Oui, oui. Il nous reste... Juste la formation POEI et POEC sont diplômantes? Non. Elles sont non diplômantes, donc si l'entreprise ne recrute pas, et bah, du coup on repart à zéro d'une certaine manière. J'ai pas entendu votre question. Si l'entreprise ne nous recrute pas à la suite de cette POEI, on repart à zéro. Tout à fait. Ouais. Mais l'entreprise, elle s'est bien engagée. En fait, on signe une convention qui est tripartite, entreprise, candidat et Pôle emploi. Donc si vous avez suivi votre formation correctement, si vous avez réussi en fait à passer aussi, parce que on va vérifier un peu aussi vos compétences, si tout s'est bien passé, l'entreprise elle se doit de vous recruter. Okay. D'accord. Sur la POI, le taux de retour à l'emploi il est de 96%. Le reste, là où on a toujours en fait un candidat par promo qui va quitter la formation. Qui abandonne. Voilà, qui abandonne à chaque fois. On a un petit peu de casse en fait là-dessus parce que voilà, moi j'ai démarré une POI le 25 mai, le 26 mai, j'ai un candidat qui s'est mis en arrêt de travail quoi. Il m'a dit bah ouais en fait j'habite à La Baule, le poste il est à Nantes, bah non quoi. Voilà, donc c'est pareil quand on disait l'outil Smart, tout ça se réfléchit avant en fait. Hein, parce que du coup il a pris la place de quelqu'un. Donc ça c'est vrai que souvent, pour chaque POI, chaque promo, on a un candidat qui arrête. Ou alors on a des fois des entreprises qui nous disent bah ouais non je le sens pas trop finalement le candidat. Par contre nous là on demande un entretien tripartite, hein, on recadre aussi l'entreprise. Hein. Il y a des entreprises évidemment qui nous disent bah 4-5 mois avant j'avais des projets, là mon client il m'abandonne un peu, tant pis, hein, vous êtes engagé, vous allez jusqu'au bout, vous recrutez. Okay. Et ça se passe très bien après. Hein. Okay. Ouais. Non, sur la POI, on a de très bons taux de retour à l'emploi. Il faut contacter vous directement, enfin il faut contacter qui pour faire une POI? Alors, il n'y a pas de on part bien, c'est pour ça que c'était affiché, on part bien des besoins d'une entreprise. On n'affiche jamais les projets POI. Il faut aller trouver l'entreprise. En fait, il y a les offres d'emploi, donc en fait, on va diffuser le besoin sur pôle emploi.fr. Alors après, nous, on a aussi des CV Tech, évidemment, donc on va aller chercher les candidats. D'accord ? Ça se fait plutôt dans ce sens-là. Sur de la POEC, c'est affiché. Les projets POEC sont affichés, mais pas les projets POI, ils sont affichés sur le site de Pôle emploi, mais en tant qu'offre d'emploi. D'accord ? Oui, je crois qu'on a dépassé le temps, donc je vais être rapide. Alors là, on vient de lancer un nouveau marché de formation donc inclusive au métier du numérique. S'il y en a qui connaissaient la grande école du numérique qui avait été créée sous le gouvernement de Hollande, et bien en fait ça remplace la GEN, donc la grande école du numérique. On est en fait sur de la pédagogie en fait active, on va beaucoup travailler autour des soft skills et on va surtout en fait s'intéresser donc à 4 grands domaines de métier, donc le développement, l'intégration et le test, réseau, maintenance, infrastructure et sécurité, tout ce qui est autour des métiers, dans l'interface, le graphisme et la création, et puis in fine donc le support. On a affiché, alors là, bon, je crois que ça ferme à 17h, hein, oui, bon. On a affiché sur le site de Pôle emploi, enfin sur le stand de Pôle emploi, pardon, on a affiché les actions de formation parce que c'est tout nouveau, c'est lancé. Elle démarre là au mois d'octobre, en fait, début octobre, on a des actions qui vont démarrer. Donc si vous êtes intéressé, je vais afficher toute l'offre de formation sur le site régional de Pôle emploi, Pays de la Loire. On rajoute le lien sur la slide, puis qu'elle sera transmise. Oui, bien sûr, oui, on va rajouter. On va rajouter le lien. Donc, site de Pôle emploi, région Pays de la Loire. Après, vous allez sur marché du travail, filière numérique, et là, ce sera affiché. Là, on va aller chercher, donc c'est inclusif, hein, donc on va plutôt aller chercher, pas pour toutes les actions, mais il y a des actions où ce sera vraiment exclusivement réservé aux femmes, aux personnes qui ont un bac+2 maximum, aux personnes qui habitent en QPV, quartier politique de la ville, ou en zone rurale. Et sinon, on a des actions aussi qui sont exclusivement réservées aux gens qui sont éligibles au PIC, au plan
plan d'investigation des compétences, pardon. Donc là, c'est des personnes qui ont un niveau inférieur au bac. Voilà, donc là, et après, il y a d'autres actions qui sont ouvertes à tout le monde. Donc pas d'inquiétude, c'est aussi ouvert à tous. Hein. Mais là, c'est bien spécifié à chaque fois si c'est vraiment exclusif ou pas. Voilà, ça c'est ce qui est en train de se lancer. J'ai pas vu les annonces sur votre stand. C'est affiché, en fait c'était affiché directement dessus. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Elles ont été posées au fur et à mesure, mais s'il y en a d'autres. Ah, oui. Alors, madame et puis monsieur après. Moi je suis accompagnée par Cap Emploi. Mon conseiller référent m'a expliqué que pour le financement, si le cumul des dispositifs de financement était inférieur au coût d'une formation, dans ces cas-là, Pôle emploi se désengage parce qu'il considère que si le candidat peut payer une partie de la formation, alors il peut payer l'intégralité de la formation. Non, c'est pas dans ce sens-là. S'il y a un reliquat à votre charge, on refuse le financement parce qu'on ne met pas les gens justement... en fait, on sécurise les parcours et on va sécuriser la formation. Si on sait qu'il y a un reliquat à votre charge, on ne veut pas mettre les gens dans la panade parce que ça peut vite être très compliqué. Si on a une somme conséquente à verser, on a beau nous dire bah oui, si c'est bon, ma grand-mère elle a fait quelques économies pour moi. Quand on arrive au bout du bout, on nous dit bah non, en fait, finalement les 3 000 € je les ai pas, quoi. Donc en fait, on préfère refuser plutôt qu'il y ait un reste à charge pour le candidat. Donc c'est tout ou rien. Merci. Monsieur. Vous parliez de répertorier l'ensemble des formations disponibles dans le réseau. Oui. Je voulais savoir s'il y avait la même chose pour l'ensemble des enseignements numériques. Est-ce que vous pouvez parler plus monsieur, fort? Alors, je crois avoir compris. Monsieur nous dit, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un site qui recensait toutes les formations. Est-ce qu'il y a la même chose pour recenser toutes les entreprises du numérique? J'ai bien entendu votre question. Donc est-ce qu'il y a un endroit où je trouve la liste exhaustive des entreprises du numérique dans la région? Ça évolue très très vite. Tout à l'heure, sur l'autre conférence, on vous a donné des liens au niveau d'ADN Ouest. Vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'entreprises. On a aussi l'écosystème West Web Valley, auquel vous aurez une cartographie qui sera présentée. Et pareil sur le site de la cantine, mais c'est vrai qu'il y a le Palace aussi. Enfin, il y a vraiment des lieux où vous aurez les entreprises à chaque fois dans chaque écosystème. Donc c'est très très varié. Après il y a l'API. Voilà, le guide de l'API. Vous avez vraiment... Vous avez un guide qui sort, le prochain va sortir en octobre-novembre. API, ça signifie Agence Presse, j'ai oublié le I, information peut-être bien, je sais plus. Ils sortent non seulement une newsletter très intéressante, mais pas donnée, mais surtout pour une trentaine d'euros, une fois par an, ils sortent ce qui s'appelle le guide API, qui est une référence. Il y en a un Pays de la Loire et un Bretagne, donc vous, le Pays de la Loire après vous intéressera. Et vous avez plus de 18 ou 19 000 décideurs d'entreprises, de réseaux, de communautés. Vous avez toutes les entreprises classées avec les noms des gens, des interlocuteurs. C'est hyper bien fait, hyper à jour. Vous avez également éventuellement l'Observatoire régional, l'ORCN des compétences numériques, qui dresse aussi un panel. Sur le site Choisir mon métier, il y a pas mal d'infos qui analysent. Sur le site de Pôle emploi, il y a quand même pas mal d'endroits où vous pouvez trouver des informations relatives aux entreprises du numérique. Mais l'ORCN, l'Observatoire régional des compétences numériques, je crois que c'est le cas, est pas mal fait. Mais vraiment, le guide API, c'est super. Vous l'achetez une fois pour toutes, vous avez toutes les entreprises de tout. Alors, tout ne vous intéresse pas. Vous pouvez le consulter aussi. En tout cas, à l'APEC, je sais qu'on peut le consulter. Peut-être peut-on consulter les guides API. Pour l'emploi, normalement, il faut les consulter dans les médiathèques de Nantes. Voilà, si donc vous allez au site... Il y a des événements où il est gratuit, vous le récupérez comme ça. Si vous allez au site centre de la Maison de l'Emploi, qui est pas très loin, c'est possible de le consulter. Dans beaucoup de maisons de l'emploi, l'APEC, les médiathèques, il est consultable, ainsi que leur lettre hebdomadaire en format papier, qui est consultable et qui trace toute l'actualité des entreprises. Alors pas forcément du numérique, mais des entreprises de la région.